Bonjour à tous, bonjour Matt, Bon, merci d'avoir accepté cet entretien. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de commencer une série d'entretiens avec des personnes inspirantes qui ont inspiré mon changement de vie et je voulais vraiment commencer par toi parce que tu as été, je pense, l'élément déclencheur, de quelque chose chez moi, où je me suis rendu compte que j'avais mieux à faire que d'engraisser des actionnaires et que je pouvais apporter ma contribution au monde et aujourd'hui, on va parler un peu de développement personnel, de neurologie fonctionnelle et de tout ce qui nous passera par la tête. Mais ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter, qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu as envie de dire sur toi. ben écoute, c'est gentil déjà de m'inviter. Et puis oui, j'apprécie toujours discuter avec toi. Donc de le faire de façon formelle comme ça, c'est très très cool pour les gens qui nous connaissent peut-être un peu moins. Ben moi c'est Matt Boulay. Donc je suis ostéopathe de formation. En fait, j'étais a priori enseignant au secondaire. Donc au Québec, le secondaire, c'est des élèves de 12 à 17 ans. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc j'ai toujours eu l'envie de partager, de communiquer et puis d'influencer positivement du mieux que je pouvais. Et à partir du moment où j'ai enseigné au secondaire de 2001 à 2007. Je me suis rendu compte que de travailler pour le gouvernement, c'était peut-être pas mon plan de carrière idéal. C'était trop limitatif, c'était un peu contraignant à plein niveau. Alors, j'avais d'autres intérêts, dont la forme physique, la santé. Alors, c'est là où je suis devenu ostéopathe, posturologue. Et ça fait depuis 2007 maintenant que je travaille avec des patients en cabinet, mais ça fait aussi à peu près depuis ce temps-là que je forme des professionnels dans le contexte des différentes méthodes que j'utilise ou que j'ai développées. Et tout ça, ça se fait un peu partout au Canada, aux US et puis en Europe. Et c'est grâce à ça, au fait que tu es venu envahir l'Europe aussi avec tes méthodes que je t'ai rencontré et je t'en suis très reconnaissante. On parlera après peut-être de tes multiples projets, mais aujourd'hui, je voulais parler un peu plus de développement personnel. Donc est-ce que tu peux me dire dans ce parcours, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser au développement personnel? Oui, c'est arrivé un peu par erreur parce que, en fait, le développement personnel m'a toujours intéressé, moi personnellement, mais jamais pour dire que j'allais en faire une carrière ou que j'allais lancer un programme de développement personnel. Je pensais honnêtement pas que j'avais les compétences pour faire ça non plus. Mais c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par des mecs comme Tony Robbins et tous ceux que Robbins a influencés par la suite, autant en Amérique qu'en Europe. Sauf que ce que j'ai vu au courant des années, c'est que ben, finalement, moi, mon objectif quand les patients viennent me voir, c'est d'optimiser un peu, ben, en fait, beaucoup comment ils fonctionnent. Et puis, a priori, mon objectif, c'est de les optimiser de façon physique, donc avec des modalités comme l'ostéopathie, la posturologie. Et ça faisait plein de sens, tout ça. Mais, en fait, je devrais dire, et à un certain moment donné, le feedback de ces gens-là, c'était, tu sais quoi, c'est vrai que j'ai plus mal à l'épaule, mais en plus, je ressens moins de stress. Tu sais, j'ai plus mal à l'épaule, mais en fait, je dors mieux. J'ai plus mal à l'épaule, mais ma tension artérielle s'est normalisée, puis j'ai rien fait d'autre que ce que tu me demandes de faire depuis 6 ou 12 semaines. Donc, à partir du moment où, il y a plusieurs années, j'ai commencé à recevoir ce type de feedback-là, je me suis demandé, est-ce que quand on utilise des techniques plus à saveur neuro, est-ce que c'est possible de penser qu'on a des effets qui vont au-delà de la sphère musculaire ou physique? Et il y a énormément d'études scientifiques qui sont là pour le démontrer. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, moi, mon rôle, c'est de communiquer. Donc, il faut que je trouve le moyen de communiquer cette différence-là. Et entre autres, dans le sens où ça a un impact au niveau du développement de la personne. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça serait incroyable, finalement, de développer un programme de développement personnel à base neurologique parce que ça n'existe pas et pourtant ça fait plein de sens et ça vient complémenter tout ce qui existe en ce moment sur le marché où on travaille un peu plus la motivation extrinsèque, tandis qu'un programme comme le mien travaille les mécanismes de la motivation propre à l'individu. Et ça, je trouve que c'est super empuissant et c'est à ce niveau-là que je me suis dit, il faut absolument créer un truc et ce truc-là, c'est devenu Perso Neuro depuis 2020. Ouais. D'accord. En fait, enfin, pour moi, ça fait beaucoup de sens, mais parce que aussi j'ai suivi tes formations, donc je vois ce qu'on fait en neurologie fonctionnelle, mais tu vois, mon analyse, c'est de dire quand tu travailles la proprioception, donc que ton cerveau sait à chaque instant où est chaque partie de ton corps, dans le temps, dans l'espace,
ben, il se sent plus en contrôle, donc il est moins stressé. Enfin, moi, je l'interprète comme ça et ça me paraît des choses qui te sécurisent finalement en tant qu'être humain, de travailler la proprioception, d'avoir un système vestibulaire, qui fonctionne et pas un système vestibulaire qui te donne la nausée dès que tu bouges un peu la tête. Tout ça, c'est des choses qui, je trouve, sont sécurisants et forcément te renforcent dans ton équilibre en tant qu'humain et donc j'associe ça aussi à un lien, une connexion un peu plus, avec ton corps, mais aussi avec la nature, quoi, en tant qu'être humain parmi, ton environnement. Mmh. Et c'est dans cet ordre-là que ça se développe. Alors, tu l'as très bien dit. Donc, le ressenti de soi, le fait qu'on a l'impression qu'on se possède, s'approprier son corps, se sentir en plein contrôle de ses moyens, tout ça, ça passe par le développement des connexions entre son cerveau et ses muscles. On a un cerveau, on a 600 muscles et tout ça, ça doit connecter ensemble dans les 18 premiers mois de la vie. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. C'est pas pour rien qu'un nouveau-né dort autant. C'est absolument épuisant comme travail d'apprendre à connecter avec soi-même. Et à partir du moment où les adultes que toi et moi on connaît ont tous connecté plus ou moins bien avec eux-mêmes, eh bien, ils vivent dans un système qui n'est pas câblé de façon optimale. Notre but avec une méthode comme la méthode Perso-Neuro, c'est de favoriser une meilleure organisation dans ce système-là, de le rendre plus robuste, plus résilient et plus résistant. Et à partir de ce moment-là, on est mieux outillé pour gérer l'environnement, d'où proviennent tous les stress d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'on peut se créer du stress soi-même, mais là, il faut vraiment vouloir. Règle générale, le stress vient de l'extérieur et notre capacité à l'absorber ou à le gérer, elle est en lien direct avec à quel point on se possède soi-même. Donc, oui. Et le but de la méthode Perso-Neuro, c'est de trouver, en fait, de développer des stratégies, des tactiques précises pour amener un individu à finalement jouer ce jeu-là de façon plus, plus compétente, donc pour avoir plus de plaisir à le faire et être moins dans la crainte et plus dans l'accomplissement, en fait, là, sur ce continuum-là. Du coup, je profite de cette dernière phrase pour rebondir sur, une notion que tu as évoquée tout à l'heure entre motivation extrinsèque, motivation intrinsèque. Peut-être ça vaut le coup d'expliquer un petit peu pour les personnes qui vont nous écouter plus tard, la différence entre les 2. Oui, ben c'est simple en fait, c'est qu'on se rend compte que toute motivation n'est pas créée également, parce que bon, on parle de motivation, mais souvent on n'est peut-être pas assez précis quand on en parle. C'est ce qui fait qu'après, quand on dit, ben moi je travaille sur ma motivation, ben si on ne travaille pas sur la motivation la plus puissante, peut-être qu'on finit pas par être beaucoup plus motivé au final. Donc, alors quand on regarde une vidéo d'un coach de motivation, alors ça nous botte le cul, mais ça vient de l'extérieur de soi. Alors après, c'est bon, c'est même très bon. Sauf que pour certains, c'est pas suffisant parce que au final, ben, l'idéal, ça serait de produire sa propre motivation. Et à partir de ce moment-là, il faut activer les mécanismes du cerveau qui sont faits pour. Et c'est ça que personne connaît. C'est ce qui est jamais enseigné. Et c'est là où je me suis dit, OK, mais on les connaît. Alors, si on les connaissait pas, ça serait autre chose. Parce qu'on pourrait être dans un flou scientifique pour dire, ben, OK, mais on ne sait pas comment. Non, en fait, on sait comment le faire. On peut, avec des exercices spécifiques, activer avec une précision quasi chirurgicale les zones du cerveau qui sont faites pour activer le goût des choses de l'individu. Après, on peut toujours se faire booster par des coachs. Et je pense que c'est bien, puis je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas en devenir dépendant. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans ma pratique professionnelle, c'est en fait des individus qui deviennent dépendants d'un paquet d'intervenants, hein, pas juste en motivation. Et mon but, ça a toujours été de rendre les gens indépendants, donc entre autres dans leur développement personnel avec Perso-Neuro. Mmh. Moi, je partage tout à fait cette philosophie. Moi, mon idée, c'est qu'on doit pouvoir se suffire à soi-même. Alors après, l'humain reste un animal social, hein. Quand je dis se suffire à soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'interaction, mais faire ce qui est bon pour nous, et le décider tout seul, normalement, ça devrait faire partie de notre ADN, quoi. Et de temps en temps, qu'il y ait besoin d'un coup de pouce, ouais, mais c'est comme quand on parle de posture, quoi. Je pense que le corps Ouais. humain a la capacité de se rééquilibrer, il faut l'aider un petit peu, mais moi, mon but en tant que posturologue, ça va être de faire en sorte que les gens puissent, se passer de tout artifice, heu et être équilibrés tout seuls, quoi. Ouais. Après, il y a Ouais. des cas où bien sûr, il y a eu des accidents de la vie qui font que, mais et mentalement, je pense que ça peut être on peut avoir le même objectif aussi, de se dire: «Si on comprend comment fonctionnent les choses, finalement, heu, on arrive à se suffire à soi-même», même si de temps en temps, il faut, comme tu dis, se faire un peu botter le cul.
ça doit être que ponctuel et c'en est d'autant plus efficace en plus. Oui, parce que c'est là où ça sert vraiment à l'individu, parce que c'est fait pour ça et c'est fait comme ça. Maintenant, toute dépendance en soi, bon, et c'est ça, c'est ce que j'ai vu, moi, c'est que les gens que j'ai consultés au courant des années, des bons amis à moi, me disaient, hier, j'ai regardé 3 heures de vidéo de Tony Robbins ou d'un de ses étudiants. Puis je me dis, OK, mais pendant que tu as regardé 3 heures de vidéo de Tony Robbins, finalement, tu n'étais pas en train de travailler sur tes projets, tu n'étais pas en train de te développer toi-même. Mhm. Tu étais quand même passif à travers tout ça. Donc oui, la dose fait toujours le poison. Donc une fois de temps en temps, de regarder une capsule, puis de se dire, OK, je me fais motiver, oui, mais c'est ça. J'ai vu que c'était quand même pour certains devenu un truc où on passait beaucoup de temps à regarder des vidéos de motivation ou à lire des livres sur le sujet et on n'était pas plus motivé pour autant au final. Donc, je trouvais que c'était pas super pertinent tout ça. Là. Ouais, surtout qu'en fait, bon, moi, ça m'arrive, hein, des fois d'avoir des petites chutes de motivation et tu vois, la dernière fois, enfin, le fait de le savoir, ça permet d'analyser, de dire: «OK, là, j'ai envie de rien, je vais mettre les chaussures de marche». Je suis allée marcher 2 heures Ouais. et je suis revenue, j'étais reboostée. Je dis: «Bon, OK, c'est bon, je sais où je vais». Hop et après j'ai travaillé, tout le reste de la semaine et depuis ça va, quoi. Mais il faut aussi accepter d'avoir des petits moments un peu down Oui. et puis, pas forcément en faire un drame, quoi. C'est que si on a des moments, en fait, ce qui arrive, c'est que quand on regarde le comportement humain, il y a l'insatisfaction quasi permanente qui nous mène toujours à vouloir prendre une autre action. En fait, si on Mmh. bouge, c'est qu'on a une insatisfaction. Donc, à partir du moment où on est insatisfait de façon permanente, il y a toujours l'idée de vouloir bouger. Maintenant, ce qui arrive, c'est que dans le contexte où on bosse souvent devant un ordi assis et à partir de ce moment-là, on bouge, mais on bouge très peu. On bouge les doigts, on bouge les mains. Mais c'est vrai que de par la façon qu'on a de s'exprimer maintenant pour travailler, en fait, c'est que c'est pas très physiologique tout ça. Donc, il faut s'imposer pour rester motivé. Il faut s'imposer ce qui a toujours été présent, le mouvement dans sa complexité de tout le corps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, de prendre une marche, ça semble super anodin. Puis je sais, même moi en le disant, je me dis, ça ne peut pas être si puissant. Et pourtant, c'est extraordinaire la puissance d'une marche parce que justement, ben, on active tout le corps, tout le cerveau. Et naturellement, en faisant que ça, on rebooste le mécanisme dopaminergique et comme de fait, on augmente la motivation interne et la créativité. Mais c'est parce qu'on est fait pour. Donc, en fait, quand on a des... Les downs ne sont pas normaux. S'ils sont normaux, c'est qu'on n'a pas respecté l'intégrité du corps humain Mmh mh. et son fonctionnement. Parce que en étant insatisfait de façon permanente, c'est pas normal de pas vouloir s'en sortir en fait. Donc, si on a des downs, c'est que ça va vraiment, même si c'est anodin, hein. En fait, là, donc j'entends ce que tu dis, c'est pas grave tout ça, mais il faut comprendre que si on a des downs, c'est qu'il y a déjà une faille dans le système et en fait, on n'est pas en train de faire les bonnes choses pour soi Mmh. parce qu'il devrait juste plus on vit de façon logique, moins il devrait avoir de ces moments-là. Donc, évidemment, pour certains, c'est chronique et c'est là où on se dit, dans leur équilibre de vie, ils n'ont pas mis en place, et puis ils ne savent peut-être pas comment faire, hein, ils n'ont pas mis en place les mécanismes pour activer les fonctions qui nous amènent à être motivés, mais viscéralement, en fait, là, sans avoir à faire d'efforts. Là. Et c'est tellement agréable. Tu sais, quand tu ressens ça, que tu as envie de faire les choses, quoi et que tu as pas besoin qu'on te le dise, tu sais où tu vas. Enfin, c'est quand tu arrives à être dans le flow, là, comme ça, tu peux être, motivé, productif, efficace, enfin, tout combiné à la fois. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Après, j'accepte que des fois, du coup, je me trompe de chemin et que j'ai un petit coup de mou et je sais comment, faire en sorte de me remettre dans le droit chemin parce que finalement, je vais marcher, je vais activer, tout ce que tu connais qui fait que, je vais retrouver ma motivation. Mais en plus, c'est aussi un moment où je peux faire un peu d'introspection, où je vais réfléchir à, pourquoi j'ai pas envie de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui est pas aligné avec ce que j'ai vraiment envie et qui fait que du coup je suis plus motivée et cetera et cetera. Pourquoi j'ai des frustrations? Parce qu'il y a des choses que je contrôle pas, ouais, mais bon, c'est la vie et tu vois? Une fois que tu as passé 2 heures à marcher et à faire tout ce que j'appelle le petit vélo dans la tête là, tu Ouais, ouais, reviens, OK, ouais. tu es au clair avec toi-même et du coup, tu vois, en termes de productivité, moi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en prenant ces 2 heures. Parce qu'après, je peux bosser et j'abats du boulot bien plus que si je m'étais forcée à aller devant l'ordi, alors que j'avais pas envie, quoi.
Ben, c'est parce que tu n'aurais pas accompli rien de super productif. Puis c'est là où il faut regarder quantité versus qualité, mais c'est aussi là où il faut regarder équilibre et équilibre positionnel. C'est-à-dire que déjà, d'être assis devant un ordi, c'est pas physiologique. Bon, on a tous à le faire. Je le fais moi-même parce que c'est la seule façon que je peux communiquer ce que je fais dans le monde, c'est par le biais de mon portable puis de mon ordi. Mais au final, l'idée, c'est qu'il faut se planifier. Et c'est pas normal d'avoir à faire ça, mais il faut se planifier des moments où on vit comme on vivait à l'ancienne. Puis à l'ancienne, là, il faut reculer plusieurs millions d'années parce qu'on a les mêmes structures, on a le même câblage que nos ancêtres et il faut vivre un peu plus comme eux si on veut vivre un peu mieux. On a dénaturé l'être humain, mais à plein niveau, mais entre autres juste au niveau positionnel, mais vraiment d'être stable ou immobile toute la journée comme on nous demande de le faire, c'est pas physiologique et c'est tout à fait normal qu'on ait à ce moment-là des difficultés au niveau de la santé mentale, en fait, pour le dire comme ça. Là. Ça serait pas normal de ne pas avoir de conséquences avec ce qu'on nous demande de faire. Et ce qui est tellement rendu ce qui est tellement normalisé, en fait, que c'est ce qui fait que ça peut être surprenant de proposer une solution comme la marche. Parce que finalement, on se dit, ben, on ne devrait pas en avoir de besoin parce que c'est que tout le monde fait ce qu'ils font en ce moment, mais ce que tout le monde fait en ce moment, c'est pas normal, en fait. Donc, c'est. C'est ça, et ce qui fait peur, c'est que ça commence dès le plus jeune âge, quoi. Ça commence à l'école, quand tu es tout petit. Donc là, c'est: «Ah, arrête de bouger, reste assis sur ta chaise». Et quand tu vois, c'est des choses qui me choquaient pas avant de me former, en neuro, mais aujourd'hui, je trouve ça tellement enfin, ça me paraît être un cauchemar pour des gamins. Moi, je sais que j'ai mal vécu l'école parce que je m'ennuyais, parce qu'il me manquait quelque chose. Si ça se trouve, c'était juste ça, de pouvoir bouger. Mais maintenant, avec le regard externe, je me dis: «Mais ça doit être horrible d'aller à l'école et de rester 8 heures, le cul sur une chaise là, comme ça». Ah! Ouais, c'est inhumain, en fait. C'est inhumain. Je me dis, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais quitté l'enseignement à l'époque, c'est que, bien évidemment, je faisais partie d'un système où le rendement était pas très important. Euh, donc, après, c'est sûr que si on pense pas en termes de qualité, puis ben, on met pas les ressources à disposition, et puis, on a une conception, mais tout à fait fausse de comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne un enfant, qui est pas un petit être humain, qui est vraiment un être humain câblé de façon immature, donc avec des considérations tout à fait spécifiques qu'il faudrait prendre en compte. Il y avait au Québec ici le Parti conservateur qui avait dans sa plateforme l'idée de rendre obligatoire 30 minutes d'activité physique par jour pour tous les élèves. Et c'était quand même ça, une idée qui avait fait son chemin dans tous les autres partis, parce que force d'admettre que tout le monde se rend bien compte que les jeunes, peut-être, pourraient bénéficier du fait de bouger un peu à tous les jours et qu'il faudrait que ce soit organisé et systématisé pourquoi? Parce que sinon, ça ne se fera pas, en fait. Mmh. Euh, donc oui, donc je pense que ça, c'est une idée qu'il faut continuer à promouvoir. Puis c'est vrai pour les adultes aussi, donc la fameuse marche dont tu parles. En plus, chez vous, c'est beau, hein? Donc ça vaut encore plus le coup de prendre une marche. C'est encore plus bénéfique à les fréquences de la nature. Mais l'idée, c'est ça, c'est de s'oxygéner. Et la marche, c'est un mouvement rythmique. On y pense peut-être pas, mais cette rythmicité-là, elle est réconfortante. Elle active des ondes du cerveau qui, justement, nous permettent d'avoir une meilleure concentration, de diminuer le stress. Donc, en fait, le rythme dans la marche et le rythme que l'on trouve dans la marche, on essaie de le reproduire dans plusieurs exercices que toi et moi, on utilise déjà pour les mêmes raisons. Mais la marche est rythmique et ça, Mmh. c'est sûrement une des raisons qui explique les bénéfices dont on parle. Là. Ouais, rythmique et croisé, Oui, en mouvement croisé plus, aussi, ouais. Mmh. Ouais, c'est et c'est très payant la simple. En fait, je marche. parle de ça parce que c'est un mouvement simple, du coup, personne n'a besoin de l'apprendre, et c'est à la portée de tout le monde où qu'on soit. Après, je te l'avoue, c'est plus intéressant de marcher, vers chez moi, dans la campagne, qu'en pleine ville, mais après on fait avec ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on peut. L'idée, c'est déjà de le faire. Puis tu as raison, le fait que c'est un mouvement croisé, évidemment, ça active des zones du cerveau très évoluées qui, entre autres, nous permettent de travailler, bon, avec plus de coordination, mais coordination dans le corps, mais aussi coordination dans les idées. Mmh mh. Donc, cette idée de travailler dans une séquence particulière, dans un ordre précis, tout ça, ça passe ouais, par ces zones-là. Donc, oui, donc de marcher. Après, avec le travail que toi et moi on fait, plus que l'individu est équilibré dans son corps, plus qu'il a les bénéfices de la marche. Parce que, évidemment, l'activité en soi, elle est bonne. Après, elle est bonne jusque dans
à la preuve du contraire. Et la preuve du contraire, ça serait que les gens, ils aient de la difficulté à marcher. Mhm. Donc, et ça, on le voit en clinique, en cabinet, ben, c'est quand même qu'un motif. Ben, tu vois, juste hier soir, la dame qui est venue me voir, elle, c'est ça, elle adore faire de la randonnée pédestre. Elle dit, je fais à peu près 60 montagnes par année. Elle dit, je suis réduite à 0 en ce moment parce que j'ai constamment dû réduire la distance parcourue. Donc, en ce moment, elle est à 6 km et même ça, elle dit, ouf, c'est chaud quand même, 6 km. Donc, tout ça pour dire que sa motivation à entreprendre un processus comme celui que toi et moi on propose, ben, elle était au max. Pourquoi? Parce que elle est passée de 60 montagnes en une année à 0. Et elle se dit, tu sais, puis elle n'a aucune blessure, il n'y a aucune raison en fait pour laquelle elle serait réduite à tout ça. Elle n'a Mhm. aucune maladie, mais elle accuse un super déséquilibre postural, donc un déséquilibre dans son corps, un déséquilibre dans son cerveau. Et l'idée, ben, comme tu le sais, ça va être d'optimiser, de bien câbler, de mieux organiser comment son corps fonctionne pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a en tête. Donc, 60 montagnes dans une année. Tu m'étonnes. Ça doit lui manquer, ouais. Ah ouais, non, c'était quand même. Tu vois, j'ai terminé avec elle hier soir, puis je te parle, puis je vois encore ses yeux, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui me posent la question, c'est arrivé la semaine dernière. Ma collègue de travail me dit, mais tu sais, t'enseignes tellement, pourquoi tu vois encore des patients? Je dis, ben, oui, j'enseigne beaucoup, mais il y a quand même que la plupart du temps, je suis à la maison, puis je me demanderais vraiment quoi faire avec mes journées. Puis deux, ben, c'est parce qu'en fait, si je suis pas pour voir des patients, je vais raconter quoi quand on me demande de parler? Mhm. je, vais, je vais vous raconter ce que j'ai lu dans un livre il y a 10 ans. C'est pas vraiment intéressant. Mais oui, donc les cas cliniques, je trouve que c'est ce qui est le plus pertinent à amener de l'avant, surtout quand, comme de fait, c'est hier soir que je l'ai vue, cette dame-là. Je me dis, OK, c'est ça, c'est plus... ça crée une émotion, puis ça, je pense que c'est important, puis ouais, il faut pas l'oublier, ça, c'est important de créer des émotions. C'est ce qui nous fait bouger, en fait. Exactement. Et tu sais, je discutais justement de la posturologie, de la neuro et du fait que moi, je me suis mis quelques barrières par rapport à ça, de dire: «Je veux pas travailler en prenant une personne chaque heure et remplir un cabinet» et parce que je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Parce qu'au départ, les premiers rendez-vous que j'ai eus, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie, mais j'avais à cœur de bien le faire et surtout d'avoir le temps d'écouter les gens, d'écouter et d'expliquer ce qu'on allait faire pour qu'ils comprennent et qu'après ils ressentent bien sûr en faisant, mais tu vois, pour moi, c'était important aussi d'expliquer et du coup, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie et je me disais: «Je pourrais jamais enchaîner les rendez-vous comme ça, c'est pas possible, quoi». Et maintenant, avec un petit peu plus d'expérience, je commence à recevoir de l'énergie et cette énergie, je la reçois justement des feedbacks que les gens me donnent. Oui, Je t'avais dit ou tu l'as vu sur les réseaux, ce que j'ai partagé, que je travaille avec des gens qui ont fait des AVC et quand tu vois, c'est ce que tu nous as promis en formation, que toutes les 3 semaines, il y a des progrès et c'est vrai et tu vois, bah, j'attendais de le voir chez des personnes qui ont fait des AVC parce que tu dis: «Il y a potentiellement des choses qui fonctionnent moins bien», mais mhm. ça marche aussi, quoi. Et quand la personne revient et te dit des trucs que tu aurais même pas imaginé lui promettre, tu dis: «Ouais, c'est génial» et ça me donne de l'énergie par contre. Des C'est un émotions, de échange. l'énergie. Ouais Ouais. et et là, ça devient C'est le, vraiment équilibré, quoi. Mmh. c'est le retour des patients qui nous fait évoluer, qui nous amène à se poser des questions. Moi, quand on me disait je me sens mieux émotionnellement, en fait, je chantais ça complètement parce que euh, tous les profs qui m'ont eu dans ma jeunesse, que ce soit en massothérapie ou en ostéo, peuvent ne pas comprendre pourquoi j'ai lancé Perso Neuro parce qu'en fait, le fait émotionnel me dérangeait. J'avais un inconfort avec le fait de devoir gérer ça parce que j'étais à fond dans la mécanique, j'étais à fond dans le, ben, tu sais, tu viens me voir pour ton épaule, donc on va parler de ton épaule. Écoute, on peut parler de ton bassin aussi si tu veux, mais moi, le fait que tu te sens mieux dans ta vie, j'en ai rien à cirer puis je veux pas l'entendre. Donc, je dégageais ça en fait parce que ça m'intéressait pas, parce que c'était pas mon objectif. Alors moi, je voulais que les gens, ils aillent bien, mais je pensais pas que j'étais la personne à qui on devait communiquer ces choses-là. Et heureusement qu'on l'a fait. Et heureusement qu'on l'a fait parce qu'évidemment, ça a ouvert mes horizons. Et c'est exactement ce qui va se produire dans ton cas, à force de développer une patientèle. C'est que finalement, si on me demande dans 5 ans quels vont être tes projets ou tes intérêts, ben en fait, j'en ai aucune idée parce que ça va sûrement être, encore une fois, de par le feedback des gens chez qui j'ai un impact que les prochains intérêts vont se développer. Alors, ou ça va être les mêmes et ça va juste prendre plus d'ampleur, ou je vais développer des nouveaux projets, mais dans tous les cas, ça va être basé à peu près exclusivement sur ce que les gens me rapportent.
Et ça, je trouve que c'est riche parce que c'est organique, en fait. C'est pas l'idée de dire je vais créer un truc, on va voir si les gens ils aiment. C'est le fait de dire, en fait, il faut que je crée un truc parce que les gens ils aiment Mhm. déjà. Ouais. Euh, et de communiquer ça, et de communiquer, en fait, qu'est-ce qu'on reçoit à la place de communiquer quelque chose qu'on invente un peu de toute pièce ou de nulle part, là. Euh, ouais. Alors ça va paraître hyper prétentieux de dire ça, mais tu vois, juste de se dire, ah ben aujourd'hui, j'ai changé une vie. Ouais, ouais, Et je ouais, dis ça en toute humilité, en fait. C'est juste, j'ai ouvert des horizons à quelqu'un et je lui ai donné de l'espoir de dire que ta situation, c'est pas une fatalité, il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen que ça s'améliore et même, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée avec les clients qui ont fait des AVC, on peut même aller chercher des compétences que tu avais pas au départ et oui, développer des choses oui, que tu avais pas au départ. Juste parce qu'on oui. remet tout à plat et qu'on reconstruit, quelque chose de solide, quoi. C'est surprenant, hein? C'est surprenant ce qu'on fait, honnêtement. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je kiffe à encore voir beaucoup de patients dans ma journée. Parce que finalement, on va le dire comme ça, mais c'est un peu une drogue, en fait, hein? Euh, Avec chaque nouveau candidat qui se présente et qui est intéressé par ce qu'on fait et qui doit se qualifier, bon, de par le fait qu'on demande quand même que les gens fassent quelques trucs. Mais, mais l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, pour les gens qui sont prêts à jouer ce jeu-là, c'est surprenant de voir à quel point on peut, oui, transformer leur vie. Et puis plus on le fait, en fait, plus on s'améliore, plus on développe des aptitudes, des facilités. Je peux te garantir que pour moi, c'est beaucoup moins énergivore que ça l'était et je vois beaucoup plus de monde qu'avant. Donc, si ça peut, Ça me c'est rassure. c'est mettre les choses en perspective parce que c'est vrai que souvent, en fait, ça m'amène à être un peu sur le pilote automatique. Et c'est ce qui fait que dans ma tête, il y a encore beaucoup d'espace pour créer un paquet de projets, même si, par exemple, les lundis, les mardis, je vois une vingtaine de personnes pour chacune de ces deux journées-là. Alors, c'est sûr que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Là, je suis avec toi, on parle, puis je ne suis pas en train de faire autre chose dans ma tête. Mais la seconde qu'on raccroche, je suis sur une tâche. La seconde d'après, si j'ai un client, je suis avec eux. Mais c'est quand même qu'il y a beaucoup d'heures dans une semaine. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Les gens se disent souvent, ben, tu sais, je cours un peu après mon temps. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'heures. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures. Il y a beaucoup d'opportunités. Et à partir du moment où, pour moi, mon hobby, c'est ce que je fais comme travail. Donc après, pour certains, c'est peut-être un peu moche tout ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où, si j'ai 2 heures de libre, ben, je bosse sur mes trucs. Alors au final, il n'y a personne qui me force à le faire. Je suis motivé intrinsèquement à le faire, donc nécessairement, ça me rend heureux. Ben, finalement, on réussit à faire pas mal de choses quand on le voit comme ça. Et si on aime ce qu'on fait, ben, ça peut aider, évidemment, là. C'est un peu la clé, je pense. C'est ça et je pense que c'est ce qu'on oublie beaucoup, aujourd'hui dans les entreprises finalement et ça paraît être un truc de base, tu sais? Je me dis: Je conseille des clients et je leur donne des conseils qui sont tellement basiques que limite j'ai honte de le dire, mais les personnes qui se sentent bien dans leur travail, elles travaillent mieux, voilà et elles sont prêtes à donner plus pour l'entreprise donc le bien-être au travail, c'est juste la base du truc, quoi. Si tu veux que les gens, fonctionnent correctement, aient envie de venir le matin au boulot et envie d'aider le patron de la boîte. Parce que, sinon, si tu as pas ça, que tu viens, que c'est un supplice à chaque fois, tu as l'impression que, ouais, faut te fouetter pour y aller, tu as rien envie de faire, tu as rien envie d'aider. Et c'est un peu le phénomène qu'on voit et c'est mondial en plus. Tu vois? Ce Oui, c'est quiet mondial. quitting, c'est carrément ça, moi, je suis pas bien, du coup, je ferai rien pour aider. Je crois on redistribue un peu mal quand même les richesses, à savoir que je me dis, bon, si l'idée c'est vraiment la croissance, il faudrait quand même le salaire, on remette des actions de l'entreprise. Tu sais, il faudrait que ce soit, à mon avis, tout à fait normal. Je sais qu'il y a des fois où ça se fait, mais c'est pas systématique et je me dis, mais à quel point à ce moment-là pensez-vous que les gens vont se défoncer pour vous s'ils n'ont pas même une minime partie de ce pourquoi ils se défoncent à tous les jours? Je veux dire, il y a un salaire, oui, mais l'être humain est insatisfait de façon permanente. Je le répète beaucoup, mais en fait, c'est parce que c'est vraiment fondamentalement très vrai. Alors, à partir du moment où on sait qu'on va gérer des êtres humains qui vont être insatisfaits de façon permanente, il faut quand même trouver le moyen d'apaiser cette insatisfaction-là. Et à partir du moment où on leur donne un salaire X, et d'ailleurs, peu importe le montant, hein, à Mmh mh. partir du moment où on a le chiffre en tête et que c'est calé,
la motivation intrinsèque vient de diminuer. Parce qu'on sait qu'après, peu importe ce qu'on fait, il va avoir ce montant-là. Maintenant, après, s'il y a l'opportunité de faire des bonus, si on peut, et pour moi, l'idée, c'est vraiment les actions. C'est-à-dire que, bon, c'est pas toutes les entreprises qui sont en bourse, mais lorsque c'est possible, de dire, écoute, à même ton salaire, 10 de ton salaire, 15 on te donne les actions de l'entreprise. Donc là, tu as tout intérêt à contribuer au succès parce qu'en fait, ça te revient, mais ça te revient directement. Et je vois pas, je vois pas comment on peut faire autrement. C'est, ouais. En France, on a des systèmes pour ça. On a la participation et l'intéressement. La participation, c'est lié aux résultats de l'entreprise que du coup, tu peux partager entre les salariés. Donc, c'est des règles de partage qui après doivent se définir avec les représentants du personnel, ce genre de choses. Et l'intéressement, c'est aussi un petit peu le même principe. Après, il faut une taille minimum pour que ça soit plus ou moins obligatoire. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais bon, moi, ça me paraît aussi une bonne chose d'être rémunéré pour un effort collectif, donc récompensé en fonction des résultats. J'ai vécu des choses dans ma carrière où quand il y a eu la crise, financière de 2008 avec les subprimes et tout ça, il n'y avait pas eu d'augmentation. Le CEO avait dit: «Bah, il y aura pas d'augmentation, pour 2009 de salaire parce que bon, comme on sait pas trop où on va avec les marchés financiers». Et lui, il s'était pris une augmentation de je sais pas combien, alors qu'il avait mis zéro à tout le monde. Ouais, c'est pas propre, quoi. C'est pas du leadership, ça. Ouais. Ouais, on a vu la même chose au Québec. On a, j'imagine, vu la même chose un peu partout. Ouais. Après, moi, que les mecs qui fassent des sous, non seulement j'ai aucun problème avec ça, mais je suis tout à fait pour. Je suis un capitaliste sauvage dans l'âme, donc je suis tout à fait d'accord. Si tu crées de la richesse, tu as le droit d'avoir de la richesse. Je veux dire, ça, c'est. Et tu crées de l'emploi, je trouve que c'est extraordinaire comme concept de dire que tu as créé de l'emploi, que tu permets à quelqu'un de gagner sa vie avec dignité. Ça, vraiment, je suis vraiment un entrepreneur né, en fait. Je crois fondamentalement aux lois du marché. Je crois vraiment que l'État devrait intervenir peut-être moins dans la plupart des cas et laisser le marché se faire une vie, en fait. Là. Mais c'est ça. Après, il y a des entrepreneurs qui comprennent pas, je pense, le sens qui n'ont pas de leadership, en fait. Et c'est un très bon exemple que tu donnes là. Ça, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas de leadership. Et je ne sais pas si à long terme, ça donne vraiment des résultats. Peut-être dans certains cas, ça fonctionne quand même. Évidemment, c'est multifactoriel, tout ça. Mais dans l'essence, quand on regarde Amazon, par exemple, ça, c'est une entreprise où il n'y a pas de leadership. C'est-à-dire que on est très peu généreux. Tu vois, à Montréal, on en parlait ce matin, les employés d'entrepôt d'Amazon font un salaire de 18 de l'heure et ce qui est comparable pour d'autres entreprises pour le même job à 28 de l'heure. Tu sais, c'est pas une Ah petite ouais. différence. Mmh Alors, mh. pour une entreprise qui accumule les milliards, tu sais, c'est pas une entreprise qui est en difficulté. Je veux dire, donc tu dis, OK, mais là, vraiment, et les employés portent un bracelet qui leur donne les tâches à la minute. Ah Donc, ouais. ouais, tu sais, le concept de l'humain robot, là, on l'a vu à fond avec Amazon et ça ne doit pas être juste ici parce qu'en fait, c'est international tout ça. Ils doivent avoir à peu près les mêmes pratiques, tu sais, plus ou moins un peu partout. Mmh Mais mh. c'est pour dire que finalement, oui, ça, c'est un manque de leadership. C'est un super entrepreneur, Jeff Bezos, mais c'est pas un leader. C'est Ouais. pas un leader parce que tu t'assures au moins de respecter le standard qui est reconnu. Et si tu es un leader, en fait, tu donnes même un peu plus. Et c'est pas ce qu'il fait. Alors ça, c'est... Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu te dis, ben, peut-être que maintenant, dans pas grand temps, on va devoir attendre plus que 2 jours avant de recevoir nos trucs sur Amazon parce qu'il va Ouais. peut-être manquer de monde. Tu sais, c'est... Ouais. Ça rééquilibre un peu les rapports de force et moi, je trouve ça plutôt bien. Moi, je suis pas trop une capitaliste sauvage par contre, tu vois? Donc j'ai des croyances limitantes par rapport à ça qu'il faut que je travaille en tant qu'entrepreneur justement, heu, mais ce que tu décris de leadership, moi, je l'ai vécu avec un boss, en Chine, parce que j'ai travaillé, pendant 5 ans pour des Chinois et lui, c'était ça. C'était, ça marche bien, je redistribue et je donne la même chose à tous mes directeurs et à tous les salariés et franchement et ils payaient un peu plus que le salaire moyen. Tu vois? C'était de la Déjà, chimie, au hein. départ. Ils payaient un Oui, peu plus que le salaire moyen, ces chimistes, pour qu'ils restent, parce qu'ils voulaient les fidéliser et c'est juste la base du truc, quoi. Ça et et donner une ambiance de travail qui est sympa et
Mais tu vois, ça peut, et pas que je veux te convaincre, hein, mais ça peut être ça du capitalisme sauvage. En fait, parce que moi, je le vois dans l'optique où tu es tellement bon pour créer de la richesse qu'en fait, tu es bon parce que tu fais ce genre de truc-là. Et parce Mhm. que tu gardes les meilleurs avec toi. Et parce que, en fait, tu t'assures de développer à peu près des entrepreneurs. Donc, des gens qui ont les qualités d'entrepreneur, mais qui veulent peut-être pas assumer tous les risques. Donc, nécessairement, ils ne devraient pas faire tous les sous parce que c'est le jeu de la nature, en fait. Mais à ce moment-là, de s'assurer que ces gens-là se développent à l'intérieur d'une structure et qu'ils en bénéficient, ça, c'est ma version d'un capitalisme qui est bon. Après, pour moi, sauvage, c'est dans l'intensité de à quel point est-ce que tu essaies de développer le truc. C'est pas dans l'idée de t'exploiter les gens. Mhm. Parce Ouais. qu'à long terme, de toute façon, si tu es pour développer ton truc, c'est que tu accumules les ressources, entre autres les ressources humaines, et que tu les gardes près de toi et que ces gens-là finissent que par avoir un intérêt investi dans ta croissance parce qu'entre autres, ils y trouvent aussi de la croissance pour eux. Et il y a des entreprises qui le font mieux que d'autres et il y en a qui le font pas du tout. Comme je te dis, Amazon, pour moi, c'est pas un bel exemple de capitalisme et c'est du capitalisme sauvage. Et ça, j'ai. Tandis qu'Elon Musk, ben, c'est déjà un peu plus intéressant. Bon, il est très dur avec les employés, mais les gens sont très bien récompensés, ils sont bien rémunérés. Elon Musk, il a une garde rapprochée qu'il a depuis très longtemps. C'est les ingénieurs de Tesla qui l'ont aidé avec Twitter. Donc, tu sais, c'est quand même fou là, de dire que tu amènes Mhm. les employés d'une boîte A à, en une fin de semaine, reformater le truc à 44 milliards que tu t'es acheté comme si tu t'es fait un cadeau. Un Et cadeau puis, caprice. oui, carrément, oui, parce que c'était pas nécessaire, on s'entend, là, il n'y avait pas besoin de ça dans sa vie. Maintenant, après, c'est ça, donc de savoir qu'il a fait tout ça avec une équipe déjà existante qui fait partie d'un autre projet, mais tout à fait là, comme différent. Là, les voitures, Twitter, il y a pas de lien à faire vraiment entre les deux. Donc pour que les mecs soient prêts à jouer ce jeu-là avec lui, je me dis c'est parce qu'il prend bien soin de son monde. Et comme de fait, la croissance fulgurante de Tesla dans les dernières années, c'est quand même un truc de fou. Ouais, donc ouais, c'est ça. Et là, ça lui a permis évidemment d'acheter Twitter, en fait. Mhm. L'autre. Après, si tu te dis que c'était ça le but finalement, tout ce que tu as fait avec Tesla, c'était pour acheter Twitter, tu fais, oh, Ouais, non, bon, pour moi, ça je fait pas trop de pas. sens. Mais... Non, j'avoue. J'ai l'impression, et c'est bon, j'ai lu la bio qu'il a autorisée, donc après, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que pour lui, ça n'a jamais été une question de sous, parce qu'en fait, il a lancé des projets jusqu'à en faire faillite, et il était prêt à jouer le jeu de la faillite à chaque fois pour réussir à, par exemple, lancer une fusée qui doit atterrir à un endroit en particulier, ou parce que chez SpaceX, en fait, c'est ce qui est arrivé, hein, ils étaient à leur troisième lancement, et si ce lancement-là échouait comme les deux premiers, on mettait la clé à la porte, c'était fini. Et il a joué le jeu-là, en fait. Il est allé jusqu'au bout. Et évidemment, le troisième lancement a fonctionné. Mais c'était pas gagné. C'était pas gagné d'avance. Tous les experts s'entendaient pour dire que c'était loin d'être gagné d'avance. Ouais, il pensait pas que Tesla allait fonctionner non plus quand on lui pose la question. Il dit non, en fait, moi, j'avais pas dans l'idée que ça allait fonctionner, mais je pensais qu'il fallait le faire. Et à partir du moment où il s'est dit, je pensais qu'il fallait le faire pour l'humanité, après, bon, qu'il ait raison ou non, ça c'est autre chose, mais alors il s'est dit, ben, je vais le faire, mais il dit non. Il dit, dans le modèle d'affaires, ça faisait pas de sens que ça fonctionne, en fait. C'est énorme. C'est Ouais, énorme donc, le truc. Tu te dis, après, tu vois, tu as un câblage particulier, tu crois, pour arriver à prendre ce genre de risque-là? Parce que c'est quand même oui, pas donné à tout le monde, tu vois, c'est de la faire ça. gestion du risque. Mais en fait, c'est que moi, je me suis beaucoup retrouvé dans sa bio à savoir que il est prêt à accepter de vivre dans des conditions très simples, pour pas dire un peu. Ouais. Alors, c'est ça. Et je me rappelle, moi, quand j'ai débuté mon entreprise, j'étais prêt à vivre dans la misère pour. Et c'est ce qui fait qu'après, même si des fois je perdais, des fois je gagnais, mais quand je perdais, un, je m'y attendais, et deux, je me disais toujours, mais de toute façon, je suis prêt à sacrifier tout, en fait. Là. Donc, le logement, la bagnole. Il y avait juste la qualité de la bouffe. Là, vraiment, là, je me donnais quand même un peu de lousse. Quand C'était, même. c'était, c'était la priorité parce que je devais rester quand même en bonne santé. Donc, je me disais, comme je suis le produit, comme je suis le service, je dois quand même, moi, être en bonne santé. Donc, au niveau de l'alimentation, ça, j'avoue que j'ai jamais compromis. Mais pour tout le reste, mais vraiment pour tout le reste,
C'était... J'avais aucun intérêt pour autre chose à part le fait de me donner les chances de réussir dans les entreprises. Donc après, ben, tout le reste, c'était secondaire, en fait. Puis j'ai encore pas mal cette mentalité-là aujourd'hui, à savoir que ben, si j'ai à faire des sacrifices, en fait, c'est ça. Elon Musk a toujours été prêt de faire beaucoup de sacrifices personnels pour être capable de faire vivre son entreprise ou ses entreprises. Euh, il a vécu avec son frère pendant des années dans un appartement où ils n'avaient qu'un sofa et ils prenaient leur douche au centre de conditionnement physique parce que la douche ne fonctionnait pas et ils mangeaient tous leurs repas dans le resto qui était juste en bas et c'était un truc fast-food. Ils ont fait ça pendant des années. Euh, alors, c'est ça. Donc, ils ont vécu à même les locaux de l'entreprise aussi pendant plusieurs années parce que ben, ils n'avaient pas les sous pour le loyer de l'entreprise puis pour le loyer personnel. Alors, ben c'est ça. Alors, quand tu es prêt à faire ça, après, bon, quand ça fonctionne, il faut dire que ça n'a quand même pas été facile pour Ça moi. s'est pas fait tout seul, ouais, c'est clair. Non, exact, exact. Mm. Ouais. La notion de... Après, pour eux, je pense que c'est pas un sacrifice, je pense que c'est des choix. Parce que moi, je sais que je ne l'ai jamais vu comme un sacrifice. À ce jour, si je choisis de faire une journée de 15 heures, si je choisis d'investir massivement dans un truc qui fonctionne plus ou moins, à la fin de l'année, je ne peux jamais me dire que c'était un sacrifice. C'était un choix conscient, délibéré, et c'était un risque. Et là, c'est vrai que des fois, quand ça fonctionne, mais à ce moment-là, mais c'est quand même qu'on a risqué. Et l'entrepreneuriat à ce niveau-là, je trouve que c'est excitant parce qu'il y a toujours quand même la notion de risque. Il n'y a rien de garanti. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça nous rend vivants parce qu'en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire fonctionner le truc. Donc, ça, c'est extraordinaire. C'est très juste ce que tu dis, c'est que finalement, peut-être vu de l'extérieur, ça paraît être un sacrifice, mais quand tu le vis, enfin, après je parle de mon cas personnel, j'ai laissé tomber un job qui était vraiment très, très bien payé et où on me promettait aussi de toucher des gros chèques à la revente de la boîte et moi, quand il a été j'ai senti que c'était le moment pour moi de partir, le chèque, je m'en foutais, quoi. On Ouais. aurait pu me le doubler, que je restais pas. Ouais. Et il y a des gens dans la boîte qui se sont battus pour essayer que j'ai une partie de ce chèque et qui ont pas réussi et qui s'en sont excusés. J'ai dit: «Mais pour moi, c'était clair dès le départ que j'avais, laissé tomber ça». Mais ma santé mentale, ce que j'ai envie de faire, le je me respecte plus que la valeur d'un chèque, quelle qu'elle soit, quoi. Oui. Et c'est un choix, comme tu dis, c'est pas un sacrifice. Je l'ai jamais vécu comme un sacrifice. C'est tu veux un chèque ou tu veux, devenir dépressive? Je vais je vais laisser tomber le chèque. Je vais faire autre chose. Je vais faire des choses qui me plaisent vraiment. Voilà. Quand tu es dans l'idée que tu vas contribuer de toute façon puis que tu vas aider ton prochain, d'une façon ou d'une autre, c'est l'équilibre universel, ça va te revenir encore là d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que tu laisses tomber à droite, tu vas le récupérer à gauche, en fait. Et ça, c'est l'équilibre des choses, je pense, qui prend tout son sens là-dedans. Donc, oui. Alors, comme tu avais des projets, c'était quand même tout à fait, là, ça se tient, en fait, ce que tu me dis, là, ouais, j'entends ce que tu dis. Hein. Et tu vois, tu commences à sentir et à mesurer un petit peu de quelle manière tu peux contribuer autrement. Tu dis: «Ouais, c'est ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance qu'un chèque lié à une activité qui est pas alignée avec tes valeurs, quoi». 100%. Mmh. Voilà, on a refait le monde. Du coup, tu m'as presque convaincue, je pense que je vais être capitaliste, finalement. Capitaliste toxique ou sauvage. Choisis le qualificatif que tu veux. Mais en fait, parce que c'est vraiment d'y aller à fond. Et de toute façon, la nature, elle a toujours fonctionné comme ça. Après, il y a ceux qui prennent plus de risques, il y a ceux qui en prennent moins, et il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Il y a ce qui nous convient. Mmh. Mais c'est vrai que pour ceux qui prennent plus de risques, après, ils sont supposés avoir plus de retombées. Et après, ça dépend les retombées qu'on veut. Il y a ça aussi. Ben, tu vois, Mathieu Bouchard et moi, on était sur Toulouse ensemble il y a quelques mois de ça. Et Greg Velu, qui était l'organisateur de l'événement, à la fin d'un entretien, nous demande, bon, ben, pour vous, c'est quoi la réussite? Et puis, moi, je lui ai dit, c'est d'avoir en banque 5 ou 6 millions de dollars. Et là, Bouchard me regarde, puis il dit, non, mais t'es cinglé. Il dit, de un, où tu prends ce chiffre-là et à quel point est-ce que tu peux être à l'aise à le dire? Ben, j'ai dit, écoute, c'est parce qu'ils ont fait des études au Canada pour dire qu'à partir du moment, et c'est pas nécessairement que je vais y arriver hein, ou pas, c'est juste que si tu me demandes c'est quoi l'objectif, c'est qu'en fait, on a fait des études pour dire qu'à partir du moment où tu as 5 ou 6 millions en banque, en fait, tu ne te poses plus de questions.
Et je pense que là où tout le monde peut me rejoindre sur le truc, c'est que si on n'a pas à se poser de questions, on vit de façon plus sereine. Et ben, j'ai tendance à faire un peu d'anxiété. Donc, avec tout ça, je me dis, au Bienvenue. final, ben, non, mais tu sais, et c'est tout à fait normal en plus pour tout entrepreneur parce que, tu sais, il n'y a jamais rien de garanti, mais c'est encore plus vrai en entrepreneuriat. Donc là, je me dis, OK, ben moi, après 5 ou 6 millions, c'est un peu abstrait tout ça. C'est juste que c'est le chiffre qu'on a sorti au Canada pour dire, ben, en fait, fiscalement parlant, tu fais ce que tu veux. Bon, après, tu ne vas pas sur la Lune parce que c'est 30 millions pour aller sur la Lune. Là. Mais dans la mesure où tu as, bon, finalement, ben, c'est que tu n'as pas à te poser de questions. Donc, tes parents ont besoin d'argent pour des soins de santé au privé, ben, tu as les sous. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Moi, c'est même pas pour dépenser sur des trucs de luxe. C'est vraiment pour dire que si les gens que je connais ont besoin de quelque chose, et comme je ne fais pas vraiment confiance au système pour à peu près quoi que ce soit, et que même si on paie énormément d'impôts ici, comme vous le faites en France, mais je compte mais vraiment pas sur le système pour aider les gens que j'aime, pour m'aider, pour aider ma communauté. Alors, j'ai comme pas le choix de rentrer 5 ou 6 millions, en fait. Moralement, je vois pas que je peux faire autre chose parce que je me dis, un, j'ai la capacité de le faire. J'ai l'intérêt de faire ce que je fais, ce qui peut rapporter des sous parce qu'en fait, on vit dans ce monde-là. Après, c'est pas le but, mais c'est juste que ben, si on me demande c'est quoi l'objectif, en quelque part, puis qu'on peut mettre un chiffre dessus, ah ben oui, je suis capable de mettre un chiffre dessus. Euh, parce que c'est ce qu'on dit qu'on a de besoin. Si demain c'est 2 millions, je vais dire 2 millions parce que je fais confiance aux gens qui ont fait ce calcul-là, en fait. Mhm. Moi, je n'avais pas du tout de valeur chiffrée en tête, mais tu vois, pour moi, l'objectif, c'est par rapport à l'argent, c'est pareil, c'est de dire je veux en avoir suffisamment pour pas avoir besoin d'y penser. C'est Oui, tout. oui. Et Alors, je du sais pas coup, c'est quoi ce chiffre-là en France, je serais curieux. j'en ai aucune idée. Je ferai des recherches, je te dirai. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est l'idée. Ben, moi aussi, je suis quelqu'un d'anxieux et du coup, tu t'enlèves pas mal d'anxiété si tu te dis je contrôle, parce que c'est toujours une question de contrôle. J'ai suffisamment d'épargne pour m'occuper de moi si besoin, pour me payer une retraite si finalement j'en ai pas, pour continuer à payer la maison de retraite de maman si jamais elle peut plus. Voilà, c'est tout ça. Et C'est ça prévoir pour t'enlève des les autres. trucs qui sont des sources d'anxiété potentielles, ouais. Aux US, le chiffre, c'est 10 millions. Donc, c'est pour dire qu'aux US, quand même, le coût de la vie, le fait que les soins de santé ne sont pas pris en charge par l'État, tout ça, ça a été comptabilisé. Alors, comme je te dis, moi, après ces chiffres-là, je ne peux pas te faire le compte-rendu exact de pourquoi c'est, mais c'était quand même qu'à une époque, il n'y a pas très longtemps, il y avait des scientifiques, bon, qui avaient sorti ces chiffres-là, puis je trouvais ça fascinant, parce que je me dis, bon, finalement, on a quand même mis un chiffre dessus. On a quand même Ouais. au moins mis un chiffre dessus. Et avec l'inflation qu'on connaît, ben, 5 ou 6 millions, c'est peut-être 3 maintenant. Donc, de toute façon, notre argent ne vaut pas ce qu'il valait il y a 3 ans, Mmh. déjà au départ. Ouais. Donc, c'est ça. Après, c'est pour ça que je me dis capitaliste toxique, parce que je pense que de juste mettre ces chiffres-là ce- en jeu, euh, c'est un positionnement, mais après, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Moi, dans mon idée, c'est de remettre, surtout, ici à Montréal, on a un organisme qui s'appelle Moisson Montréal, qui est vraiment super carré et qui redistribue en denrées alimentaires. Et ça, c'est mon objectif le plus pressant, en fait, c'est d'être capable de donner une tonne d'argent à Moisson Montréal parce que les gens ont de plus en plus faim. Et là, je me dis, si on n'est pas capable de se nourrir dans un pays comme le Canada, si des familles où les deux parents ont des jobs à temps plein demandent de l'aide à des banques alimentaires, ce qu'on voit maintenant ici chez nous, ben là, je me dis, OK, alors c'est à des gens comme moi qui ont le moyen d'accumuler de la richesse, de le faire, en fait, pour aider ces gens-là, parce qu'il faut que les gens mangent. Je veux dire, Mmh mh. c'est c'est pas optionnel tout ça. Et si on veut vivre dans un monde qui ressemble un peu à celui qu'on a demain, et si on veut ça pour nos enfants, ben il faut absolument s'arranger. Je me dis, il faut que les gens mangent. Sinon, c'est le climat social, c'est le tissu social, c'est la sécurité des gens. Puis on l'a vu ici à Montréal, il y a eu une dégradation quand même impressionnante du niveau de qualité de vie. Il y a une augmentation du crime. Euh, on s'en va voir samedi une joute de hockey, puis Caro, elle me dit, ah, est-ce qu'on prend le métro? J'ai dit, on prend plus le métro. J'ai Ah dit, ouais, c'est à ce fini. point-là? Mmh. Oui, parce que il se passe des trucs. Après, bon, les probabilités sont minces, mais elles n'existaient pas avant à Montréal, Mmh ces mh. probabilités-là, tu me suis? Ouais. Mmh. Ça faisait juste pas partie de la réalité. Maintenant, et elle dit, ah, c'est vrai, on entend des trucs. Ah oui, on entend des trucs, il y en a de plus en plus. Alors non, on prend pas le métro. On fera pas exprès. C'est-à-dire que si on n'avait pas le choix
Mais bon, on a toutes les deux une voiture. Ben, on va prendre la voiture. Je vais payer 30 Mhm, balles pour le parking. Et puis, ça va être ça. mhm. Parce que si j'ai pas à prendre le risque pour moi puis ma famille de gérer une situation malaisante ou dangereuse, là où je suis pas outillé pour, ben, finalement, peut-être protéger les gens que j'aime, ben, je le ferai pas. Donc, Mhm. c'est ça. Donc, à 30 balles pour le parking, il faut être capitaliste toxique, en fait, parce que Ouais, à la fois, vu que tout ce que tu me dis, tu es quand même un capitaliste gentil, hein. oui, quand même, Moi, le mais capitalisme comme ça me va, hein. Si c'est faire de la richesse pour la redistribuer, c'est. ouais, Moi, j'ai souvent dit à mes équipes, en tant que manager, au moment des augmentations, je dis: «Moi, je suis un peu Robin des Bois, hein, donc ceux qui ont les plus gros salaires dans l'équipe, vous attendez pas à avoir les plus grosses augmentations parce que je veux aider ceux qui sont en dessous de la médiane des oui, salaires oui, pour à les amener rattraper». plus. 100 Donc j'ai une enveloppe qui est Je suis fixe, 100 d'accord avec ça. qui est pas extensible, donc je vais donner d'abord à ceux qui sont en dessous et ça, il faut Ah oui. accepter de vivre avec parce que c'est mes valeurs profondes et je saurais pas faire autrement, quoi. En Ouais, général, ça ouais. passait plutôt bien. C'est des choses Ouais, je que les pense que gens pouvaient comprendre facilement. le souci de l'autre, en fait. Ouais. Très Et ça cool. met une certaine ambiance dans une équipe, tu vois? Quand tu commences par dire: «Bon, on va partager les richesses», ça veut pas dire que je prive quelqu'un de quoi que ce soit, mais après, tu Non, vois, quand il y a des salaires qui vont du simple au double ou du simple au triple, tu sais qu'1 d'augmentation pour l'un, c'est pas le même que pour l'autre, quoi. vraiment pas. Vraiment pas. Bref, on a digressé un petit peu, mais c'est pas grave, c'est le plaisir de la discussion. Heu, Exactement. on va revenir un petit peu plus sur, ta formation Perso Neuro. Je Eh ben, pense qu'on écoute, on peut déjà, tirer quelques enseignements de tout ce que tu as dit par rapport mais j'avais une question plus spécifique, c'est selon toi, quelle est ta mission avec Perso Neuro? ben écoute, puis je vais devoir terminer avec ça parce que j'ai un patient dans quelques minutes, mais dans tous les cas, je vais te répondre parce que je pense que c'est une belle façon de conclure. Ben, la mission de Perso Neuro, en fait, c'est d'influencer les gens à devenir la version d'eux-mêmes qu'ils ont en tête ou qu'ils ont peut-être même oublié à force de ne pas être capable de faire ce qu'ils voulaient faire à un certain moment donné et de leur donner des outils concrets, donc des exercices en fait d'équilibre, de coordination et d'agilité qui sont les meilleurs outils pour activer les zones du cerveau qui vont leur permettre de faire trois choses. Donc, un, de réduire leur stress, deux, d'augmenter leur motivation et troisièmement, ben, leur permettre de trouver un réel équilibre, donc autant dans leur tête que dans leur corps et peut-être même dans leur vie de tous les jours, en fait. Mmh. OK, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut se joindre à la formation? Alors, Personneuro sur Instagram, c'est peut-être le meilleur endroit ou Personneuro sur Facebook, dans tous les cas, OK. on publie sur les deux réseaux. OK. Est-ce que tu as des formations en présentiel de prévues en Europe ou pas? Sur Oui, Personne. pour l'Institut IP, alors plus pour les professionnels du sport, mi-avril sur Toulouse. Et après, on reprend le calendrier en septembre, oui, pour les cours 1. Après, pour Perso Neuro, il n'y a pas encore rien de prévu, mais ça serait tout à fait d'intérêt pour moi de venir vous parler de ça une fois de plus parce qu'on l'a fait il y a quand même quelques mois sur Toulouse. Mmh mh. Je l'ai fait en Belgique aussi. Donc oui, ça serait vraiment d'intérêt pour moi de revenir chez vous, vous parler de développement personnel avec le cerveau. Donc je vais inviter tous les gens qui vont nous écouter après à dire qu'ils sont intéressés pour que tu viennes faire cette formation en France, ça serait génial. Ça serait avec plaisir. Je te prends pas plus de temps, Matt, je veux pas que tu sois en retard pour ton Il n'y a patient. pas de Merci souci. beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi comme d'habitude Ben et oui, ben. à bientôt. Eh oui, ce n'est que partie remise. Je te souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, Matt, merci. Ouais, c'est ça.